Bienvenue dans Galactifrac, le podcast francophone dédié à Battlestar Galactica. Bonjour Draven. Bonjour Karine. Et bonjour tout le monde. Salut. Alors, quoi de neuf depuis la dernière fois ? Quoi de neuf ? Plein de choses. Je commence à travailler sur nos futurs épisodes parce qu'on commence à, mine de rien, à voir le bout tout doucement de ce qu'on va traiter dans la série originale. Donc voilà, je commence à m'intéresser à l'après. Et il y a beaucoup de choses. Eh oui. Et moi, j'avoue, j'ai hâte de passer à la série de 2003. C'est vrai ? Ben ouais, quand même. Ok. Ouais. Oh, ça va plus tarder. Ouais, puis j'ai pas mal de documents qui commencent à s'empiler, des choses qui me titillent. Alors, je n'y touche pas, j'attends, mais quand même, j'ai hâte. Donc voilà. Ok, ça marche. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'épisode La guerre des dieux, qui a été diffusé en 79. Mais avant de parler de cet épisode, nous avons regardé l'épisode 14, Des flammes dans le ciel. Ouais. Qu'on va vraiment très rapidement, comment je dirais, on va pas le décrire, hein. On va en parler rapidement. Voilà. Il y aura un résumé très bref et encore pas jusqu'à la fin du truc, et puis il y a un ou deux petits commentaires, on passera vite dessus. Voilà, et donc c'est à ce moment-là que je te laisse la parole. Et parle-nous de l'épisode 14. Et après on fera le 15 et 16. Ah ouais, on le fait tout de suite. Ah ouais, d'accord. Et le 14, 15, 16, normalement, les chiffres sont dans le bon ordre. C'était pas ça. Les comptes sont justes, Jérôme. Oh non. Pas ça. Si. Oh putain. Ok, donc... Te déconcentre pas. Non, d'accord. Alors, l'épisode 14. 14, Des flammes dans le ciel, Fire in Space, en version originale. D'ailleurs, le titre français est un petit peu idiot, hein, Des flammes dans le ciel. C'est pas le ciel, c'est effectivement dans l'espace, normalement. Bref. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a les Cylons qui lancent une attaque suicide, une attaque kamikaze contre le Galactica. Il y a un raider Cylon qui s'écrase dans la passerelle, qui est vachement abîmé. Il y a Adama qui est gravement blessé, qui doit être opéré. Il y a un autre raider Cylon qui se crache dans la baie d'atterrissage des Vipers, ce qui déclenche un énorme incendie. Et il se trouve que Athéna, Boomer et Boxy, eux, ils étaient à un autre endroit du Galactica. Ils étaient en train de se détendre dans ce qu'ils appellent le Rejuvenation Center, qu'on peut traduire par le centre de rajeunissement, qui est en fait le lieu où il y a des loisirs, il y a des jeux, il y a des choses comme ça. Et donc eux, ils sont pris au piège là-dedans. On sait même pas s'ils sont encore en vie. Les communications sont coupées et le seul moyen d'éteindre cet énorme incendie, ça va être de faire sauter la coque du Galactica pour que le vide de l'espace étouffe le feu. Donc voilà, ça c'est un résumé très rapide de ce qui se passe. On est sur un épisode un peu... assez unique en fait dans toute la série originale, qui est un épisode très clairement inspiré de films catastrophes. Genre La Tour Infernale, qui avait été un énorme succès au cinéma au milieu des années 70. Donc comme d'habitude, hein, Glenn Larson, grand pompeur des succès du cinéma, s'était pas gêné sur ce coup-là, mais voilà, c'est un épisode que j'aime beaucoup, qui change un petit peu, qui permet à Boomer, mais aussi à Boxy et à Muffet, le Daggit robot, d'être un peu plus mis en avant. Ouais, il y a un peu de suspense, même si la structure est très classique. Maintenant, il y a aussi des choses un petit peu embêtantes. Alors, je vais le mentionner tout de suite. Ce sont des petites anecdotes, mais ouais, voire même un commentaire de ma part. Mais il y a un truc qui est très maladroit, je pense, aujourd'hui, c'est que il y a Boomer, pour sauver tout le monde, à un moment, qui doit jouer avec les fils électriques d'une porte pour l'ouvrir, et il explique à Athéna que il est capable de faire ça parce que apparemment il volait des voitures dans sa jeunesse. Oh. Voilà, et ça c'est un petit peu pourri. Cliché. Ben c'est ça, c'est le Black en fait, le seul, pas le seul de la série, mais en tout cas pour une fois qu'il sait faire un truc, et l'explication c'est parce qu'il était un voleur autrefois. Waouh. Ça fait un peu racisme ordinaire. Ouais, hein. Méchamment, hein. Donc ça, voilà, ça c'était, ouais, je sais pas s'ils s'en sont rendus compte à l'époque, mais aujourd'hui, franchement, ça passe plus, quoi. Ouais. Bon, enfin, ça aurait pu être pire, hein. Ça aurait pu être lui qui meurt en premier. Absolument, c'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Heureusement qu'on est dans une série où les gens meurent pas. Bah ouais, c'est à peu près ça. Mais non, mais c'est vrai, c'est ce que j'allais dire. C'est où il y a un certain statu quo en fait qui doit être maintenu au début et à la fin de chaque épisode, tu vois.
À peu de choses près, hein, la situation à la fin de l'épisode est toujours à peu près la même qu'au début, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, non, mais ça, c'est les structures des séries un peu feuilletonnantes à l'ancienne, voilà, quoi, pour avoir toujours les mêmes personnages principaux, toujours les mêmes, parce que comme ils représentent chacun un archétype et qu'on a besoin de tous ces archétypes dans l'épisode, bah, tu peux pas trop en tuer, quoi. Parfois tu peux en rajouter, comme Shiba dont on va pas mal parler aujourd'hui, mais qui finalement quelque part Shiba est un peu venu remplacer Serena dans la série. Donc finalement, oui, ils ont tué Serena. On avait expliqué pourquoi. Mais voilà, la prise de risque était minime parce que quelques épisodes plus tard, on fait arriver Shiba qui reprend plus ou moins le même rôle, quoi. Bref, en tout cas, voilà cet épisode-là, des flammes dans le ciel. Ah oui, il y avait une autre anecdote beaucoup plus légère, c'est que à la fin, il y a des scènes soi-disant dans l'espace où Apollo et Starbuck évoluent en apesanteur le long de la coque du Galactica en combinaison spatiale, et bon, ça a très mal vieilli. On voit super bien les câbles. D'ailleurs, tout ce tournage-là avait été un petit peu improvisé avec les moyens du bord. Ils avaient récupéré des morceaux de décor, de un petit peu tout ce qui traînait en fait dans le studio, et peint en blanc pour essayer de faire croire que ça pouvait être la coque du Galactica. Enfin, ils avaient improvisé ça comme ils voulaient, et bref, c'est un peu ridicule aujourd'hui. Jamais on a l'impression qu'ils sont en apesanteur, mais bref, voilà. Ah ouais. Enfin, je moi, trouve... ça va. Ouais. Enfin, j'ai regardé sans que ça me... Bah, tant mieux, hein. Bon, Tant en fait, mieux. je vais te dire que, arrivé à l'épisode 14, t'as accepté tellement de choses... Oh, c'est pas faux. que ça m'a pas choqué, en fait. Ok. Bon, bah voilà, la dernière chose que je dirais sur cet épisode 14, c'est que donc c'est le dernier épisode diffusé en 1978. Donc avec les épisodes suivants, on va passer en 1979. En soi, ça n'a pas une importance phénoménale, mais il y a quand même un espèce de changement qui va s'opérer dans la série en vérité entre ces deux épisodes, parce que il y avait des critiques qui étaient régulièrement adressées, donc jusqu'à l'épisode 14 de Battlestar Galactica, c'est que la menace des Cylons devenait de moins en moins crédible, en fait. Parce que les gens, justement, c'est ce que j'expliquais à l'instant, les spectateurs avaient bien compris qu'il y avait ce statu quo, qu'on ne pouvait pas modifier, qu'on ne pouvait pas tuer les personnages, qui ne risquaient pas grand-chose, et en plus, les Cylons, enfin voilà, quoi, il fallait que Baltar reste le méchant, que tous les héros restent les héros, et les Cylons ne pouvaient pas faire de gros dégâts, parce que de toute façon, vu qu'il reste pas grand monde du côté des humains, ça aurait tout de suite été catastrophique, voire trop dramatique pour une série familiale du dimanche soir. Et comme d'un autre côté, ils pouvaient pas non plus vraiment tuer trop de Cylons, enfin bref, voilà, le public commençait à se rendre compte de ce problème de statu quo. Donc après l'épisode 14, les épisodes qu'on va aborder marquent un changement de ton dans la série, et surtout, les Cylons vont être un peu mis de côté pour quasiment toute la fin de la saison, parce qu'ils vont essayer de se creuser la tête pour trouver d'autres types de menaces, avec plus ou moins d'efficacité, ça on en discutera. De toute façon on les traitera pas tous, il y en a quand même pas mal où j'ai jugé que cette efficacité n'était pas du tout au rendez-vous. Mais bon, donc voilà tout ce qu'on pouvait dire sur l'épisode 14. Bah écoute, c'est bien quand même qu'ils se remettent en question. C'est vrai que c'est pas mal, oui. Ça aurait pu être une série qui tourne en rond, et puis ça aurait probablement pas fait ce que ça a fait aujourd'hui. C'est vrai aussi. Et puis, bon, comme je l'ai déjà dit, le but de Glenn Larson, c'était pas de raconter le fait qu'un jour il trouve la Terre. C'était vraiment le voyage, donc il fallait trouver une nouvelle histoire à chaque épisode, et le problème là, c'est que oui, peut-être que ça tournait un petit peu en rond. En tout cas, ça a été ressenti comme ça à l'époque. Donc, passons à l'épisode 15-16, qui est une histoire en 2 épisodes, en 2 parties. Absolument. Est-ce qu'on peut procéder au décollage dans ce cas ? Alors, oui, décollage. Et je te remercie de me rappeler que j'ai oublié de le dire. Décollage. Ok, oui, les épisodes 15-16. Comment s'appellent-ils ? La guerre des dieux. War of the Gods. Ok.
Alors effectivement, War of the Gods, les épisodes 15 et 16 ont été diffusés pour la première fois à la télévision américaine les 14 et 21 janvier 1979. Ils sont écrits par Glenn Larson et ces 2 épisodes sont réalisés par Daniel Haller. C'est un nom qu'on n'avait pas encore croisé jusque-là. Et là, autant le dire franchement, on va avoir beaucoup de choses à traiter. C'est un double épisode très 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 dense en termes de thématique, je trouve. Donc on va voir ce qu'on va pouvoir en tirer. De quoi ça parle, dis-moi. Alors, de quoi ça parle ? Eh bien, c'est une patrouille de Viper qui rencontre de mystérieuses boules lumineuses dans l'espace. Ouais, ça commence comme ça, effectivement. Donc une patrouille de Viper où il n'y a pas les personnages principaux. Donc déjà là, tu peux te douter que ça pue pour eux. En plus, ces mystérieuses boules lumineuses, elles sont rapidement suivies par un grand vaisseau de lumière. Alors je l'appelle comme ça, c'est son nom officiel, hein, c'est le Ship of Light en VO, le vaisseau de lumière, mais je crois qu'il est jamais nommé clairement dans la série, mais enfin c'est comme ça que tout le monde l'a toujours nommé depuis. Et voilà, il y a un bruit assourdissant qui embête beaucoup les pilotes de Viper, qui finissent par tomber dans les pommes dans leur Viper. Et voilà, on a là un début d'épisode en fait qui surfe vachement qui surfe certainement en tout cas sur le succès du film Rencontre du troisième type de Steven Spielberg, qui était sorti en 1977. Parce que si Star Wars a tout éclaté sur son passage en 1977, heureusement, il y a quand même quelques autres films qui ont eu un peu de succès aussi cette année-là, et Rencontre du troisième type en fait heureusement partie. Et comme on le disait, Glenn Larson n'hésitait pas à s'inspirer de ce qui marchait. Donc voilà, là on est en plein... Je sais pas ce que t'en penses. En plein quoi ? En plein enlèvement d'extraterrestres, si tu tiens pas compte de tout ce que va raconter la suite de l'épisode, là, franchement, on reprend vraiment tous les codes du truc d'OVNI, en fait, que moi j'appellerais OSNI, objet spatial non identifié, où voilà, il y a un phénomène étrange, inattendu, on les repère pas sur les radars, ils disparaissent, c'est exactement ce principe-là, quoi. C'est vrai que c'est marrant en fait de voir qu'à ce moment-là, il s'inspire de tout ce qui sort au moment où il est en train d'écrire, quoi. Ouais, mais bon, après, il n'y a pas de mal à ça. Je pense pas que ce soit le seul à faire ça. Non, clairement. Et puis pas. En même temps, au moins là, il est à peu près sûr de marquer des points vu que ça a fonctionné. Donc, c'est ça. Il rebondit là-dessus, quoi. C'est exactement ça. En fait, il prend pas de risque, le mec. Il était un peu connu pour ça, effectivement, mais est-ce que c'est condamnable ? Je suis pas sûr. Hein. Tout dépend de l'objectif, quoi. Et là, son objectif était que la série fonctionne et ça fonctionne. Donc, c'est ça. Ouais, c'est pas con. Alors moi, quand j'entends Rencontre du troisième type, oui. je vais pas dire que c'est le film exactement dont je me souviens, mais par contre la musique, quoi. Ah oui, oh là là, mais bien sûr. Cette partition magnifique de John Williams à la fin, c'est inoubliable. Moi, c'est un film qui m'a complètement secoué le cocotier quand j'étais gamin, que j'avais... Ok. J'avais dit ça. Je sais pas, ça t'a secoué le cocotier. Oui. Parfait. Non, mais en fait, c'était un truc, quand j'étais gamin, je me souviens, je l'avais enregistré à la télé, je l'avais regardé, je pensais juste voir un truc avec des extraterrestres. En fait, c'est un film extrêmement profond, sur la quête de soi et sur le fait d'être compris ou non par les autres quand on est différent. Enfin bref, il y a vraiment plein de thématiques super riches dans Rencontre du troisième type. Effectivement, intéressant. D'accord. J'adore ce film. Et alors la musique, mais c'est... Ouais, c'est ça qui m'avait le plus marqué et c'est ça dont je me souviens quand on m'en parle tout de suite, quoi. Et donc, est-ce que pour ce film qui t'a marqué comme ça, tu faisais comme quand t'étais petit avec d'autres films, tu enregistrais le son du film sur une cassette pour te passer la cassette lors de tes longs déplacements en voiture ? Alors, je crois pas l'avoir fait avec celui-là. Mais par contre,
je sais que par exemple si je posais les mains sur un, tu sais, genre un piano ou un, tu sais, un instrument qui est facile, j'essayais de retrouver les 4 mêmes notes en fait. Non, il y en a 5. Les 5 notes, les 5 fameuses notes célébrissimes de ce film qui m'accompagnaient, enfin voilà, où j'y pensais tout le temps quoi. Mais non, c'est vrai, c'est marrant celui-là. Ouais, celui-là je m'enregistrais pas de trucs, mais par contre il m'avait incité à faire des recherches sur plein de trucs. Moi c'est ce film qui par exemple m'a appris l'existence du triangle des Bermudes par exemple, un truc que je connaissais pas moi quand j'étais gamin, parce qu'il retrouve des avions de chasse qui avaient disparu dans le triangle des Bermudes vers le début du film. Enfin il y a plein de trucs franchement. C'est un film fascinant, hein, c'est un film que j'adore, hein, que je regarde pas souvent, mais que vraiment auquel je tiens énormément. Alors dans cet épisode, ça commence donc par un bruit qui est assourdissant, comme tu as dit, et qui paralyse les pilotes. Ouais. Alors moi je suis allée voir à quel niveau de décibels on commençait à avoir un seuil de douleur. Et effectivement on peut avoir des vomissements, voire tomber dans les pommes, rien qu'avec le son. Et apparemment le seuil de douleur est à 140 décibels. Voilà. Ce qui est vachement haut, hein. À mon avis, tu commences à avoir mal déjà un peu avant 140, mais ok, ouais. Et le seuil légal, c'est 120 décibels. Hein. Bon, il me semble quand même que quand tu mets la musique très fort, selon mes critères de fort, je crois que tu dois être à 90, c'est déjà pas mal. Bah, il y a moyen, encore que 90, si je dis pas de bêtises, 90 maintenant, c'est le maximum autorisé dans les salles de concert en France. Ouais, il me semble, hein. Il me semble que j'ai ça en tête. Et c'est déjà pas mal fort. Ouais, et donc je suis tombée aussi sur quelque chose qui parlait des grenades assourdissantes. Et c'est un truc qui a été inventé. Donc tu vois le principe d'une grenade, hein, qu'on jette, et c'est pour disperser la foule ou se débarrasser de la foule lors de manifestations. Et cette grenade envoie des impulsions à 160 décibels. 160 décibels à peu près à 15 mètres de distance, hein, c'est à peu près ce qui compte pour envoyer la grenade. Et en général, si tu es manifestant, t'es pas bien, quoi. Ah ouais, bah ouais, je veux bien croire, ouais. Voilà, 160, c'est énorme. Et ça devient une arme, en fait. Hein. Ouais. C'est développé par l'armée, quoi. C'est intéressant. Ça n'a plus rien à voir avec ce dont on parlait au départ et puis l'épisode, mais du coup j'étais allée creuser un peu là-dessus, j'avais trouvé ça intéressant. Et donc ces grenades-là, apparemment c'est pas que c'est pas super autorisé, c'est-à-dire que c'est pas trop détectable, à part pour celui qui le subit, donc tu sais pas trop que ça va être utilisé, quoi. Bon, en tout cas ça avait l'air assez sombre comme utilisation. D'accord. Mais ils en sont équipés en France. Ah ouais, ah bon, ah oui, d'accord. Il y a une autre histoire, je sais pas si tu en as entendu parler ces dernières années. Il y avait une histoire de l'ambassade américaine à Cuba, qui avait rouvert d'ailleurs une ambassade américaine il y a seulement quelques années, parce que pendant longtemps c'était inimaginable entre ces deux pays. Et les employés américains de cette ambassade ont fini par être évacués parce qu'ils se plaignaient. Enfin, ils avaient beaucoup de problèmes. Ils avaient des maux de tête hallucinants, il y avait des vomissements, il y avait des graves troubles, et ils disaient tous que ils entendaient, ils arrivaient pas à identifier, mais ils pensaient qu'il y avait des sons en fait qui provoquaient ça, et que c'était des attaques soniques qu'ils auraient vécues. Et on s'est demandé si c'était pas une espèce de nouvelle arme secrète qui aurait été développée et voilà, qui a alimenté un peu certains fantasmes. Alors depuis, on a découvert a priori une partie de la vérité à ce sujet, mais l'histoire reste pas claire du tout. Parce que il semblerait que le bruit qui gênait tous ces gens qui travaillent là-bas était en fait le bruit d'un grillon local qui travaillait sur des fréquences auxquelles les Américains étaient peut-être pas habitués. Mais ça ne suffit absolument pas à expliquer tous les maux dont ils ont souffert. Donc c'est pour ça que l'histoire reste étrange. Le mystère reste entier. Ouais, tout à fait. Donc voilà, les attaques sonores, en tout cas, ça existe, et peut-être qu'il y en a même d'un certain type qu'on connaît pas, mais qui existent, quoi. Ouais.
Voilà. Alors donc, si tu veux bien, on va poursuivre. Oui, parce que c'est vrai, on a plein de trucs, on a tellement de choses. Non, mais c'est vrai, il y a énormément de choses. Préparez-vous, ça va être long. Ouais. Alors, on assiste tout de suite après cet enlèvement des pilotes de Viper, on assiste à la fin d'une partie de triade à bord du Galactica. D'ailleurs, c'est pas clair si c'est à bord du Galactica ou du Rising Star, parce qu'un peu plus tard, je crois que c'est dans le 2e épisode, il semblerait plutôt que ça se passe dans le Rising Star. Bref, dans un des vaisseaux de la flotte. Donc la triade, c'est c'est quoi? C'est un sport, donc à 2 contre 2, un espèce de mélange entre du handball et du basketball, sur un petit terrain triangulaire, et avec des joueurs qui, je sais pas si tu l'as noté, mais qui sont quand même très très légèrement vêtus. Écoute, c'est très simple, hein. Ils ont, je dirais, un peu les costumes des handballeuses aujourd'hui. Ah oui, mais pour des hommes. Mais pour des hommes, coquets un peu quand même. Un petit, voilà, avec quelques renforts parce que les contacts semblent assez virulents. Mais oui, c'est vrai. Mais quand même c'est très bizarre, hein, parce qu'ils ont, comment dire, les pectoraux sont masqués, la poitrine, on va dire, est masquée, mais effectivement, alors que les abdos, eux, sont à l'air libre. Probablement qu'ils ont le droit de se mettre que des coups d'épaule. Peut-être, oui, peut-être. Je sais pas. Non, mais c'était les débuts du sexy. Voilà. Mais de toute façon, oui, alors là-dessus, t'as raison, hein, il semblerait que ces costumes aient été faits vraiment pour plaire au public féminin. Tout spécialement. Écoute. Je sais pas si ça a marché. Je sais pas si on les voit assez. Mais moi, je ne suis pas sensible à ça, parce que quand je regarde l'épisode, je tremble, je suis pas bien, je suis obligée de penser, de réfléchir à tout, de prendre des notes et tout, parce que je me dis mon Dieu, je vais enregistrer avec Jérôme, mais il faut que je retienne tout. J'ai pas du tout de place pour mes sentiments, pour mes émotions, tu comprends? Je suis sous tension, je vais lire les règles du jeu sur Wikipédia. Je suis à fond, mon Dieu, il va me poser une question à la fin, il faut pas que j'oublie, c'est quoi les règles, il faut que j'apprenne tout. Donc voilà, la sensibilité quant à leurs abdominaux m'a échappé. Oui, je suis désolée. Donc nous vous mettrons le lien des règles du jeu, on sait jamais, hein, si ça vous intéresse, que je me sois pas fait chier à aller les lire pour rien. Oui, alors ça dépend lesquelles, parce qu'en fait, moi j'ai un petit souci avec les règles du jeu que tu as trouvées. Oui, parce que figurez-vous que tu peux te permettre, mais je peux aussi me permettre. Oui, je t'en prie. Alors je dis et tu le corriges. Oui. Parce que il y a le jeu de la triade, qui était en 78-79. Hein. Oui. Et puis il y a le jeu de la triade version remasterisée et réadaptée pour 2003, qui s'appelle presque comme ça, mais pas comme ça, mais j'ai oublié le nom. Tu sais quoi? Pyramide, j'avais le triangle, mais voilà. Pyramide, qui n'a rien à voir avec Lafond, on est bien d'accord. Laisse tomber, si tu as moins de 20 ans, tu sais pas de quoi je parle. C'est vrai. En 2. Substantif. C'est là que j'ai découvert ce que voulait dire ce mot. Ah ouais, bah oui, tu m'étonnes. Ce qui veut dire autre chose. Excellent. Bon, allez, ne t'égare pas, s'il te plaît. C'est à moi que tu dis ça ou à toi? Est-ce que je suis pas sûr là? Et donc il y a 2 versions de ce jeu, et en fait la triade c'est 78. Les règles du jeu que j'ai trouvées, c'est pas les bonnes. Mais qu'est-ce qui change? Pas grand chose au final. Ouais, non, ça va. Il y a vraiment des points communs. Effectivement, le départ qui s'effectue en ronde, c'est pareil dans les 2 versions. Ils font la farandole. Alors oui, alors figure-toi que ça a été complètement improvisé par les acteurs, d'ailleurs, parce que sur le tournage... Ils avaient passé une bonne journée, hein. Venez, on fait une farandole et on se lâche à 3. On tourne tout vite. Moi, je faisais ça quand j'étais petite, tu sais, tu te mets avec ta copine, tu te tiens très fort, et tu te penches en arrière pour que l'autre te... Enfin, tu vois, c'est... Tu tournes. Il faut surtout pas qu'il y en ait un qui lâche, sinon tu te casses les... Ouais.
Ils avaient dû passer une bonne journée. Hein. Mais je sais pas si c'est ça. En fait, en tout cas, les règles qui avaient été établies dans le script original imposait plutôt un départ en face à face, tu vois, un truc très statique. Et en fait, c'est juste que les acteurs ont trouvé que c'était trop statique et ils se sont dit qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et puis ouais, on fait cette ronde où on tourne tous bras dessus, bras dessous. Et puis voilà. Ouais, je sais pas, c'est un peu bizarre, c'est vrai, mais c'est pas. Pourquoi pas, quoi. Pourquoi pas. Non, on n'est plus à une admission près. Oui, c'est vrai aussi. Le fait de faire des passes en faisant rebondir le ballon sur des panneaux, ça c'est pareil, c'est valable dans les deux cas. Et le fait que le contact physique entre les joueurs soit totalement permis, a priori, c'est complètement pareil dans les deux versions aussi. Bon. Ouais. Non, mais en fait, c'est un jeu, je me suis demandé s'il n'y en avait pas des fans qui se refaisaient des parties. Oh, il y a moyen, hein, je pense que c'est faisable, totalement faisable. Alors maintenant, je vais t'expliquer quand même le changement de nom. Parce que figure-toi qu'il y a une anecdote, en fait... J'ai eu peur, hein, j'ai cru que tu allais nous expliquer les règles en détail. Non. En fait, c'est intéressant parce que dans la série originale, il y a aussi la pyramide, quelque part. Mais c'est un autre jeu. Et en fait... C'est un jeu d'argent ? Ouais, c'est le jeu de cartes. Voilà, il me semblait bien. C'est le jeu de cartes auquel Starbuck joue tout le temps. C'est la pyramide. Donc alors, je vais repréciser parce que moi, il y a eu un mélange en tout cas entre les deux séries qui fait que moi, j'arrive jamais à retenir lequel est lequel. Dans la série originale de 1978-79, là, le jeu de balle, c'est la triade, ce qui est pour moi a du sens parce que c'est un terrain à 3 côtés, donc c'est plus facile à retenir, je trouve, triade. Terrain 3 côtés, ok. Et le jeu de cartes, c'est la pyramide. Et pour une raison que je n'ai encore jamais réussi à expliquer, ou en tout cas je n'ai jamais réussi à trouver l'explication, dans la série réimaginée de Ronald D. Moore, ils ont inversé les deux. Ouais. Et je sais pas pourquoi. Ça faisait plus beau. Peut-être, parce que je pense pas que ce soit une erreur. Mais effectivement, dans la série réimaginée, le jeu de balle, c'est la pyramide, et le jeu de cartes, c'est la triade. Et en même temps, le triade, c'est plus joli comme mot. Et on les voit plus souvent jouer à ça qu'au jeu de ballon. Donc, c'est vrai. Peut-être, ça, c'est vrai. On sait rien. Bon, enfin, bref, ça va pas nous empêcher de regarder. Hein. Non, bien sûr que non. Bon. Mais du coup, moi, j'arrive jamais à me rappeler lequel s'appelle comment dans quelle série, en fait. C'est juste ça, quoi. Je sais que c'est ou triade ou pyramide, mais je me mélange toujours les pinceaux avec ça. C'est pas très grave. Non. Ok. Probable que tu survives. Probablement, ouais. Ouais. Donc les joueurs ne peuvent pas faire plus de 3 pas sans faire une passe, lancer la balle ou la faire rebondir sur un des panneaux, et voilà. Donc ils font des parties. Alors pourquoi on s'attarde sur ce jeu ? Parce que je sais pas si on l'a dit, mais Apollo et Starbuck jouent. Ils sont... oui, c'est vrai. Ils sont dans une équipe. Ouais, exact. Ils sont une équipe, d'ailleurs. Ils sont une équipe, ouais, tout à fait. On peut même dire ça. Qui gagne tout le temps. Et qui gagne tout le temps. Voilà, hein. Et ça va être un sujet qui va revenir plusieurs fois dans cet épisode. Donc c'est pour ça qu'on s'est attardé un petit peu sur le jeu. Voilà. Je te laisse continuer parce que moi j'ai fini de parler du jeu. J'avais rien d'autre à dire de plus, quoi. Hein. Ok, alors bon, ouais, on assiste juste à la fin de la partie. Starbuck et Apollo ont gagné comme d'habitude. Ils n'ont pas le temps de fêter. Ils sont convoqués sur la passerelle du Galactica. Pourquoi ? Parce que donc il y a des pilotes de Viper qui ont disparu, notamment Bojay et Jolly. Bojay, c'est le super pote de Shiba qu'on avait rencontré donc il y a quelques épisodes. Et Jolly, c'est le sympathique moustachu qu'on voit parfois avec Starbuck et Apollo, mais qu'on voit pas très souvent, le pauvre. En tout cas, ils font partie de ceux qui ont disparu. Et Shiba, Apollo et Starbuck partent enquêter sur cette planète. Ils ne trouvent aucune forme de vie. Donc d'abord, ils scannent la planète, il n'y a aucune forme de vie. Quand ils arrivent sur la planète, t'as vu, les couleurs sont super bizarres. La végétation est rouge, l'atmosphère aussi. Mais pas tout le temps. Je sais pas si t'as noté cette bizarrerie de cet épisode que moi-même j'ai eu un peu de mal à comprendre. Il y a eu une logique, mais elle est pas évidente à comprendre.
qu'il y a des couleurs vraiment bizarres. Mais... C'est pas dû à une espèce de pollution ou... Ah, c'est jamais expliqué. Ah, d'accord. Ah, c'est jamais expliqué. Non. Bon, bah voilà. Non. Ok. Mais le problème, c'est que c'est pas tout le temps, parce qu'ils trouvent une épave de vaisseau, et ils vont vers l'épave, et quand ils sont près de l'épave, là, les couleurs sont totalement normales. Et c'est ça qui est bizarre et qui est mal foutu et qui a de toute façon embêté beaucoup de monde. Alors on sait pas trop, il y a plusieurs explications pourquoi ces couleurs différentes. Alors faut dire que quand les couleurs sont différentes, eux tu sais ils ont le visage vert, enfin la couleur de leur peau elle est verte et puis tout autour d'eux est rouge et franchement le vert et le rouge c'est quand même deux couleurs qui se marient pas bien du tout. C'est des couleurs complémentaires. Il paraît que si tu es dans une pièce avec des rayures rouges et vertes, partout, tu perds l'équilibre. Ah ouais. Tiens, ce serait intéressant à tester. Oh, ce serait intéressant déjà à vérifier, que je dise pas une connerie. Donc oui, c'est deux couleurs complémentaires qui sont pas faites pour aller associées. si bien ensemble, à part Noël. C'est vrai, à part à Noël. On ne peut rien, nous, si le Père Noël a mauvais goût. Excellent. Bon, dans ce cas-là, c'est plutôt Coca-Cola qui a mauvais goût. Lui, il a pris rouge et blanc. Ah oui, c'est vrai. Le vert, il n'est pas sur le costume, Mais ne nous égarons pas. Non. Car rappelons-le, cet épisode sera long. Oh oui, c'est bien parti pour là, parce que, oh là là, ouais. Et, en plus, je viens de penser que justement le fait que le vert et le rouge soient des couleurs qui ne vont pas du tout ensemble, c'est la raison précise pour laquelle ces deux couleurs ont été choisies pour le pull de Freddy Krueger. Tu te souviens de Freddy ? Il a un pull avec un rayure rouge et verte. Et c'est fait exprès en fait. C'était parce qu'il savait que les couleurs. Donc ça crée un malaise, tu sais. C'est un espèce de code visuel. Quand tu le vois, tu sais qu'il y a quelque chose qui va pas. En fait, voilà. Bref. Ah, ça m'étonne pas. Donc on est parti très loin. Non, mais en gros, apparemment, ce qu'ils ont voulu faire, c'est que sur cette planète, l'atmosphère est rouge et la peau ressort en vert, mais dès qu'on est près de l'épave, les couleurs sont normales. Mais le problème, c'est que, je sais pas, l'effet visuel est franchement raté. La plupart des téléspectateurs, pour être franc, moi y compris, la première fois que j'ai vu l'épisode, je me suis dit au début, oh putain, c'est moche, et puis 2 secondes après, tiens, mais pourquoi il y a plus les couleurs ? En fait, ça dépend des plans. Des fois, il y a les couleurs, des fois, il n'y a pas les couleurs, et tu sais pas pourquoi. Et en fait, je trouve que c'est jamais bien expliqué, en fait, que c'est que quand ils sont près de l'épave qu'il n'y a pas ces couleurs. Il y aurait une explication, mais je la garde pour plus tard, d'ici 3-4 heures, quand on sera vers la fin. Il y aurait une tentative d'explication de pourquoi ces couleurs bizarres ne sont pas présentes quand ils sont près de l'épave. Voilà, ça je garde pour plus tard. Ok. Donc ils vont rencontrer un mec, il y a un mec qui traîne là. Donc, tout seul. Ouais, tous, exactement, hein. Super chelou. Puis à l'aise, hein, il a pas de problème, hein. C'est pas du tout un survivant. Super, enfin des autres humains pour me. Non. Non, le mec, il est à l'aise, il était parti aux champignons, il se balade, il tombe sur qui ? Apollo, Starbuck et Sheba. Ouais, il a du bol, hein. Ah non, mais. Il a du bol. Il y avait une chance sur combien ? Ah, c'est clair. C'est clair. Et le mec, pas du tout en panique, très sûr de lui, très propre sur lui aussi d'ailleurs. Tu lui poses des questions, alors le mec il répond constamment à côté. Je sais pas si t'as remarqué. Oui. Hein, c'est une tactique. Ah évidemment. Il est louche. Ah oui, il est louche, ouais. Alors on l'a pas dit, il est interprété par Patrick Macnee, extrêmement célèbre pour chapeau melon et bottes de cuir. Hein, c'est Monsieur Steed. Mais ça, j'en avais déjà parlé quand on avait parlé du casting, mais j'en reparlerai un peu plus tard dans cet épisode aussi, parce que voilà, il y a le choix de l'acteur est très étrange et rajoute de l'étrangeté en fait à ce scénario. Mais ça, on développera plus tard. Ah, ok. En tout cas, voilà. Apollo se méfie, Sheba, elle lui fait vachement confiance. Les boules lumineuses reviennent. Le mec, il dit par contre, elle me cherche. Il faudrait qu'on se barre. Hop, il se barre. Et voilà, et il retourne sur le Galactica. Ouais, c'est ça. Je complète pas rien, je te laisse continuer. D'accord. Parce que je sais pas par quoi tu veux que je complète. Parce qu'il y a écrit dans le conducteur, mais c'est pas grave. Alors je vais enchaîner.
Il faut que tu dises ce qui est écrit si tu veux que je dise ce qui est écrit, parce que là, moi, j'ai pas suivi. Hein. Ah, c'est moi qui lis tout, en fait. C'est de ta faute. C'est de ma faute. Ok. Non, j'ai précisé dans le conducteur et excuse-moi et je m'excuse auprès de ceux qui écoutaient. J'ai pas suivi comme il faut. Bon, voilà. Non, j'avais noté que, ayant vu l'épisode donc 2 fois, il me semble 2 et demi que j'ai regardé vite fait, en fait, on comprend mieux toute cette scène quand on regarde pour la 2e fois parce qu'on connaît... Voilà, on connaît qui est le personnage. Et donc, du coup, c'est comme dans le film du 6e sens. Quand tu le regardes pour la 2e fois, tu vois les choses autrement. Donc, il est mort, le mec. C'est ça, il y a Bruce Willis. Putain, je l'ai pas vu. Il y avait Bruce Willis et je l'ai raté. Non, il est que dans les scènes coupées. Ah, non. Par contre, il a 20 ans. Bon, oui, voilà, c'était ça que j'avais rajouté et que j'ai omis de dire, c'est que au 2e visionnage, c'est intéressant de voir comment est-ce qu'il se comporte, parce qu'on sait enfin qui est cet homme. Et mais tout l'épisode réside à savoir mais qui c'est ce mec et qu'est-ce qu'il veut et toute l'intrigue presque est sur ce mec, quoi. Bah c'est ça, tout le double épisode est construit sur ce mystère en fait qui entoure ce type, et la première fois que tu vois l'épisode, tu ne comprends pas grand-chose. Voilà, c'est ça. Et donc, ils se disent, tiens, on va lui proposer de venir à bord du Galactica. Ouais. Eh ben, allez, ainsi fut dit, ainsi fut fait. Oh non. Quoi? Non, rien, c'est bien. Ok. Et cet homme, on apprend donc à ce moment-là qu'il s'appelle le comte Iblis. Ouais, tout à fait. Voilà, je te laisse la parole pour la suite parce que tu racontes vachement mieux que moi. Ah bon, ok. Et toi, tu le suis, le conducteur. J'essaye. Alors oui, y a Shiba en fait qui semble complètement subjuguée par ce comte Iblis, et elle l'emmène visiter le Galactica, mais alors elle l'emmène partout. C'est-à-dire le mec il dit je voudrais bien voir la passerelle de commandement, ok, elle l'emmène sur la passerelle de commandement. Il y a des interférences, t'as vu, les écrans ils se brouillent et tout quand il est sur la passerelle, c'est super bizarre. Mais heureusement qu'il n'y a pas de miroir. Hein. On verrait pas son reflet. Et ouais, peut-être bien, tiens. Et ouais, c'est pas con ça. J'avais pas pensé, mais oui, peut-être un vampire alors, dans ce cas. C'est pas étrange. Un spectre. Au début, je t'avouerai quand même que j'ai cru que c'était un robot si long qui pouvait se transformer, qui pouvait prendre une morphologie humaine. Ah, intéressant. Ouais, bah oui, je savais pas qu'il y aurait encore des nouveaux méchants. Mais oui, j'étais resté sur les méchants si longs, moi. Mais tu peux pas le savoir, ouais, tout à fait, non, mais c'est normal. Et même eux, finalement, dans l'épisode, vont explorer exactement cette piste-là. Je sais pas si tu te souviens, il y a Apollo à un moment qui va voir le docteur Wilker pour demander si c'est possible de construire un androïde, un robot qui aurait une apparence humaine, qui soit convaincant à ce point, tu vois. Donc c'était c'est logique que tu te poses la question, je pense, parce que c'était inclus finalement dans la façon dont a été pensé l'épisode. Ouais, et c'est malin de leur part de se la poser et de dire que non, c'est pas ça. Parce que du coup, nous, on rebondit sur une autre piste quand on regarde. Et c'est ça, exactement, ouais, c'est ça. Très bien construit. Ouais. Ah ouais, non, c'est pas mal. Et il y a quand même Adama qui commence à se poser des questions, qui dit attendez, comment ça, ce mec-là, on le connaît à peine, et il a été sur la passerelle, et juste au moment où il dit bon bah moi j'aimerais bien le voir, ce mec-là, il y a Shiba qui débarque avec lui, donc pour discuter avec Adama. Voilà, bonjour, je suis là, c'est moi, le comte Iblis. Alors je sais pas ce que tu penses du comportement de Shiba, mais quand même assez surprenant. Oui, voilà, pour une personne qui est quand même un soldat. Elle a été élevée comme ça avec son père. Ah oui, en plus, oui. Je la trouve très peu méfiante, peu respectueuse des règles aussi. Clairement. Je veux dire, la personne, elle a rien à faire là, quoi. Ou alors, il y a un protocole, j'ai plutôt envie de dire, c'est même plutôt un protocole que des règles. Et du coup, là, tout passe. Et Sheba se transforme doucement dans cet épisode où on voit que elle abandonne tout ce côté soldat, réfléchi, terre à terre, et obéissant, parce qu'elle va finir par aussi se foutre un petit peu de ce qu'on lui dit, de
notamment Adama ou Apollo, etc. Et c'est rigolo parce qu'elle switch de son costume de pilote à des costumes de civil. Exactement, ouais, tout à fait. Tu l'as noté. Donc ouais, c'est pas innocent. Hein. Ouais. C'est pas innocent donc du elle tout. est complètement sous son charme. Quand on le regarde là au début de l'épisode, c'est incompréhensible. Oui. Et elle a vraiment l'air d'être envoûtée. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Voilà. Et en plus, Iblis, il semble deviner des choses avant même qu'on lui dise. Et quand on lui pose des questions sur qui il est, d'où il vient, il répond jamais, cet enfoiré. Jamais. Vraiment, toujours, il contourne le truc. Et puis, par exemple, quand il discute avec Adama, il reprend complètement le contrôle de la conversation à un moment, sans répondre. Et il dit, oui, je sais que vous êtes des humains, que vous fuyez les Cylons, que vous êtes à la recherche de la 13e tribu, de la Terre, machin. Et ben voilà, moi je suis là. Et si vous voulez trouver la Terre, et ben écoutez, laissez-moi prendre la tête de la flotte. Paf, allez, prends ça dans les dents. Ok, le mec, à l'aise. Ça fait penser aux gens qui fuient les réponses en reposant une question. Ouais, c'est vrai. Tu leur poses une question, ils te reposent une question et ils noient le poisson. Enfin voilà. Exact. Donc, sur le comte Iblis serait-il normand? C'est intéressant. C'est pas ça qu'on appelle une réponse de normand, je crois. Je sais pas. Il me semble qu'il y a une expression comme ça. Donc voilà, très étrange. Ouais. Par contre, il y a un truc qui m'a paru bizarre, c'est qu'on avait l'impression que Adama, il le connaissait. Moi, en fait, Iblis a tellement l'air à l'aise, sûr de lui, que t'as l'impression que ils se connaissent d'un truc avant. C'est pas possible que quelqu'un se comporte avec toi. Mais moi, je suis Adama, il y a quelqu'un qui se comporte comme ça avec moi. Je me dis, c'est quelqu'un avec qui, je sais pas, j'ai travaillé dans le passé, ou alors il y a eu quelque chose. On a vraiment l'impression qu'ils ont plus du tout tous les codes de la découverte d'un individu. Il y a pas. C'est vrai. Adama se méfie, mais en même temps, c'est pas aussi franc que des fois, quoi. Donc vraiment bizarre. Ce mec est bizarre. Ben, il est tellement sûr de lui que effectivement il arrive à dévier les conversations sur autre chose et du coup t'as l'impression que il a le contrôle en fait de toutes les conversations si tu regardes bien. Mais le contrôle un peu de tout le monde d'ailleurs. Hein. Il est accepté par tout le monde et très facilement. Donc c'est qu'il a une espèce d'aura ou un espèce d'envoûtement. De toute façon, s'il a réussi à envoûter Sheba, il n'y a pas de raison qu'il le fasse pas sur d'autres personnes, quoi. Exact. Voilà. Pourtant, Apollo fait partie. Apollo est clairement celui qui se pose le plus de questions. Lui, vraiment, il semble pas du tout sous le charme du comte Iblis. Il s'en méfie à fond et là on a un tout petit passage où on voit qu'ils ont essayé de faire une analyse médicale du comte Iblis à son insu d'ailleurs et que ils ont utilisé Cassiopée pour ça parce qu'elle dit une phrase du genre quand la technologie échoue on se replie sur les artifices féminins. D'accord ? Mon Dieu. Nous n'irons pas plus loin. Non, ok, mais oui, non, je me doute. On est tous d'accord sur à quel point ça pose problème, ce genre de déclaration. En tout cas, en plus, elle veut pas te donner de détails sur ce qu'elle a fait en présence de Starbuck. Elle affirme que le comte Iblis est quelqu'un de très charmant. Ok. Et je sais pas, je me demande s'ils ont pas été un poil trop loin là. Franchement, bon, bref. Ça passe assez vite. Elle a ramené un relevé qui est complètement vierge. Le docteur, je sais plus son nom, parce qu'il y a 2 docteurs sur Galactica. Le premier docteur, en tout cas, dit que c'est probablement les instruments qui sont tombés en panne. Et c'est à partir de là que Apollo se dit, ouais, mais non, si on n'a pas réussi, parce qu'on a les relevés de Cassiopée, mais on n'a pas ceux du comte. Donc, est-ce que ça pourrait être une machine et c'est à partir de là qu'il va aller consulter ensuite le docteur Wilker pour savoir. Et Dr Wilker, donc c'est celui qui avait construit Muffit, le robot d'Agit. Donc ça se tient. Mais le problème, c'est qu'ils ont quasi pas le temps d'explorer la piste parce qu'à peine il aura le temps de poser la question au Dr Wilker que je crois qu'il va répondre 3 mots et il y a une alerte qui va être déclenchée à ce moment-là et on n'aura jamais trop la suite de ça, quoi. Bon, bref, mais au moins ils étudient la piste. Ouais.
Alors, le comte Iblis, il a encore envie d'aller se promener. Oui, et donc il demande à Sheba de visiter encore une partie du vaisseau. Ouais. Ils vont sur l'agro-vaisseau. Moi, j'aime bien l'agro-vaisseau. Parce que depuis le temps que je me demandais comment est-ce qu'ils arrivaient à se nourrir, j'aime bien le voir. Ok. Et c'est vrai, on l'avait déjà mentionné dans un épisode précédent, mais j'avais dit qu'on y reviendrait et qu'on s'attarderait un poil plus sur ces agro-vaisseaux. Ceux ou ces agro-vaisseaux d'ailleurs, parce que c'est pas clair dans la série. Parce que dans l'épisode précédent, qu'on n'avait pas traité en détail, on nous disait qu'il y en avait 3, dont 2 qui avaient été détruits et qu'il en restait plus qu'un. Or, ici, dans cet épisode, on nous en parle de nouveau au pluriel. Et il y a de nouveau des plans où on en voit plusieurs. Donc, j'ai pas fait gaffe. Ouais, ça c'est un petit souci. Mais bon, ils vont quand même se balader dans un seul. Oui, tout à fait. Alors, un agro-vaisseau, c'est un vaisseau, c'est une sphère. En fait, c'est Center Park. C'est vrai, c'est exactement ça. Ouais, c'est vrai. Ouais, carrément. Où tout pousse à l'intérieur. En fait. Voilà. Non, mais il y a tout qui pousse à l'intérieur, notamment les cyclamènes, parce que j'ai bien vu. Oui, cette magnifique petite plante qui ne sert à rien, qui est une plante fleurie qui est pas belle. Ça se mange pas. À mon goût. Non, je pense que même que tu pourrais vomir. D'accord. Très spécial. Et ça m'a fait rire parce que ce genre de plante n'apporte rien, à part qu'elle soit fleurie, c'est tout. Ça n'a aucune utilité nutritive, mais pourquoi pas ? Écoute, c'est une plante qui était quand même un peu à la mode il y a quelques temps. Bref. D'accord. Voilà, ça m'a fait rire. J'ai vu un cyclamène, ça m'a fait marrer. Ok. Mes parents étaient fleuristes. C'est pour ça que je relève ce genre de trucs. Ça n'a aucun intérêt sinon. Les fruits sont des fruits bizarres aussi. Oui, les fruits sont inventés. C'est rigolo, ils ont des formes un petit peu particulières. Ouais, exact. Alors, moi, je vais m'attarder un instant sur les vaisseaux en eux-mêmes, pas forcément ce qu'ils contiennent, puisque, comme je l'ai déjà expliqué, pour faire des économies pour la série, souvent les images des vaisseaux spatiaux, tout ce qui se passe dans l'espace, peut-être pas tout, mais une grande partie de ce qu'on voit dans l'espace sont en fait des réutilisations d'images des épisodes précédents. Ça, c'était pour économiser de l'argent, pour mettre le plus possible dans le salaire des scénaristes. Non, je pense pas. Excellent. Non, pas vraiment, malheureusement. C'était surtout pour gagner du temps. Clairement, parce que ça, c'est vrai que j'en ai pas trop encore parlé, alors qu'on a déjà bien avancé dans la série. Mais c'est quelque chose que je développerai dans les futurs Historica. En fait, c'est une série qui a été faite à toute vitesse, en fait. Oui. Le rythme. Non, si t'en avais parlé. Moi, je me souviens que. Je l'ai peut-être déjà un peu mentionné. Ou c'était peut-être pas dans un enregistrement. Ok, peut-être. Mais en tout cas, voilà, la série était vraiment écrite à toute vitesse, tournée à toute vitesse, et il n'avait jamais le temps de dire ouf, en fait. Mais ça, il y aura un épisode Historica qui ne portera que là-dessus, parce que ça a posé de gros problèmes, surtout à la fin. Non, mais c'est pas évident. Donc il fallait réutiliser un maximum de choses, et là ils ont été un peu plus loin en fait en ce qui concerne les agro-vaisseaux, justement, parce que les fans de science-fiction des années 70, à mon avis, ne se sont pas complètement laissés berner et ont probablement reconnu ces agro-vaisseaux qu'ils avaient déjà vus dans un film. Il s'agit en vérité des mêmes vaisseaux, enfin du vaisseau, non, il y en a plusieurs aussi, les mêmes vaisseaux qu'on peut voir dans le film Silent Running qui est sorti en 1972 et qui a été produit par les studios Universal. C'est pour ça que ça permettait à Universal de réutiliser les images de leur propre film, enfin du film dont ils possèdent les droits. Mais ça non plus, ça me choque pas, moi. Non, après c'est pas grave, hein. Et puis c'est pas choquant. En fait, ça comme va dans les totalement... westerns, je suppose qu'il y a des villages fantômes qui ont été réutilisés plusieurs fois, ou des décors. Ah oui, les décors étaient toujours un peu les mêmes, quoi. Ils les remaquillent un peu, mais c'était à peu près toujours les mêmes. Quand c'est un même studio, si tu veux, des décors, ils en avaient pas 36, quoi. Ils les remaquillaient juste un peu, quoi. Ouais, non, puis après, ça reste une économie où il faut être rentable, donc ça se tient. Surtout que c'est pas rien comme construction. Non, c'est clair. Non, mais c'est vrai que là, ça faisait pas vraiment des économies importantes. Est-ce que tu voulais nous parler du film de Silent Running ? Très rapidement, oui. Que tu m'as fait regarder il y a pas très longtemps.
Exact. C'était pour ça, en fait. Je t'avais pas dit à l'époque pourquoi. Non, c'est vrai. Oui, bien sûr, c'était Putain, pour ça. Donc, alors déjà qu'en plus, faut que je sois concentrée quand je regarde cette série. Maintenant, il va falloir que je sois concentrée quand on regarde d'autres choses. Mais non, mais il n'y a pas besoin d'être concentré, c'était juste pour que tu je serais tordue tout le temps. Je serais, il va m'interroger sur ça. N'importe quoi. Oh, mon Dieu, faut que j'oublie rien, Tout est lié. C'est un complot de Battlestar. Il y en a partout. Alors ça, oui, je peux t'en trouver un peu partout. Ça, j'avoue, je plaide coupable. Mais enfin, j'espère que nos auditeurs ne croiront pas le monstre pour lequel tu essaies de me faire passer. T'es un monstre, toi? Non. Je ne sais pas. Bien Peut-être. sûr que non. Ok, merci. Revenons peut-être au contenu du truc. Silent Running. Donc, c'est un film réalisé en 1972 par Douglas Trumbull. Alors, je vais vraiment aller à l'essentiel, hein, parce que encore une fois, on a encore des tas d'autres choses. Moi, je peux aller à l'essentiel. Oui. Okay. Alors, attends, laisse-moi finir mon essentiel. Parce que je me méfie quand même. C'est un mec qui plante des plantes dans l'espace et qui devient fou parce que ces plantes, ça va pas. Bah oui. Tu dis oui. D'accord. Alors c'était pas. Ouais, ok. Bon, moi c'était pas tellement du scénario que je voulais parler, mais oui, on peut aussi. Okay. On peut aussi dire ça. Oui, mais c'est un film écologiste. Alors toi, tu l'as présenté d'un côté très 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 négatif, je trouve. mais enfin, il y a une je l'ai présenté du côté du botaniste. Oui, peut-être. Il miaule. Il miaule. C'est moi qui miaule. Oui. Oh putain. Ah, ça va vraiment être long. En vérité, oui, c'est un film. En fait, c'est un film qui est complexe et c'est pour ça qu'il est intéressant parce que d'un côté, il y a des valeurs extrêmement positives qui sont défendues dans ce film et d'un autre côté, il y a des actes extrêmement critiquables qui sont faits dans ce film. Moi, je dirais que d'un côté, il y a des valeurs, comme tu dis, et d'un autre côté, il y a l'humain. Ouais. Voilà. Dans tout ce qu'il a comme dérive. Oui, aussi, c'est vrai. Et ça pourrait, là, ça se passe dans l'espace, mais ça pourrait se passer dans autre chose. Quand on voit le côté humain et comment la personne, comment le botaniste y devient, et ben voilà. Mais peut-être il y a des gens qui l'ont pas vu, alors on va se limiter à ça. Voilà, exact. C'est pour ça que je voudrais pas trop en dire, mais si vous voulez voir un film de science-fiction inhabituel, un peu old school aussi, il faut le dire. C'est 72. Quoi, 72. Mais avec des choses, voilà, des éléments. Il y a quand même des robots aussi qui sont très génial. Est-ce que tu te souviens du temps qu'on a passé à chercher comment avaient été faits les robots et qu'est-ce qu'il y avait dans les robots, parce qu'à l'époque on s'est bien douté que c'était pas ça pouvait pas être mécanique. Bah ouais, exactement. Ouais. Non, il y a des effets hyper saisissants avec ces robots. Alors moi, ils me mettent un peu mal à l'aise des fois, ces robots. Surtout maintenant qu'on sait comment ils sont faits. Ouais, voilà, c'est vrai, j'avoue. Mais quand même, c'était bluffant pour l'époque et il fallait y penser. Et c'était 5 ans avant les droïdes de Star Wars. Et je dis ça pas tout à fait innocemment. Là aussi, je plante des graines pour un truc dont je reparlerai dans un futur épisode d'Historica. Mais rassurez-vous, on parlera pas de Star Wars. Dans Historica, tu peux, je suis pas là. Ah oui, voilà, oui. Merci. Oui, parce que il y a quoi dans ces robots, au fait, parce que les gens ils veulent savoir là, vu qu'on en a parlé. Ouais, il y avait des personnes qui n'avaient pas de jambes, en fait. Ouais. C'est bizarre. Donc ils ont pris des personnes handicapées. Ouais. Qui marchent sur leurs mains. C'est ça. Et en fait, mais tant que tu vois pas l'intérieur, t'arrives pas à comprendre, parce que tu vois que c'est pas mécanique ces robots dans le film. Mais on a cherché si c'était des contorsionnistes et comment est-ce qu'on pouvait se mettre dans le truc et tout. Il y avait pas la place. Ouais. Ah non. Bon. C'est bizarre. Donc voilà. Si vous le savez, en tout cas, n'hésitez pas à aller chercher des photos ou des extraits du film, ne serait-ce que pour les robots. Effectivement, pour comprendre comment ils ont été faits. Et, voilà, c'est des robots importants de l'histoire de la science-fiction, soit dit en passant. Oui, puis en plus, dans ce film, ils ont un rôle important aussi. Hein. Oui, ouais, c'est ils pas ont que vraiment du un rôle décor. clé.
Donc voilà. Voilà, Ça, passons c'était la à parenthèse. autre chose peut-être. Non. Ouais. Non, t'as pas fini la parenthèse. Non, j'avais pas du tout fini en fait ma Ok, parenthèse sur excuse-moi, Silent je me Running. tais. Mais ça va être très rapide. C'était juste pour dire que en 1968 est sorti un film de science-fiction fondateur extrêmement important qui s'appelle 2001 l'Odyssée de l'espace. Or, la personne qui s'est occupée des effets spéciaux qui étaient révolutionnaires en 1968 pour ce film s'appelle Douglas Trumbull. Et donc, ce mec-là, à partir de 2001 l'Odyssée de l'espace, est devenu un petit peu le spécialiste, si tu veux, de la meilleure façon de filmer des vaisseaux qui se déplacent dans l'espace. Et c'est pour ça que quelques années plus tard, il a voulu faire son propre film, puisque c'est lui qui a réalisé Silent Running en 1972. Et je vais continuer un tout petit peu, mais ça va être très court, c'est que quelques années plus tard, quand George Lucas a voulu faire Star Wars, il a fait appel à Douglas Trumbull pour s'occuper, parce qu'il voulait celui qui avait fait les meilleurs vaisseaux qu'on avait vus jusqu'ici au cinéma. Et donc il a demandé à Douglas Trumbull. Douglas Trumbull, pour être franc, n'en avait rien à foutre de Star Wars. Ça l'intéressait pas du tout, parce que lui, il voulait plus faire du cinéma d'auteur, des choses comme ça. Donc il a un petit peu envoyé balader George Lucas, mais par contre, il lui a conseillé de s'adresser à l'un de ses employés. Donc un mec qui avait bossé justement sur Silent Running, un certain John Dykstra. Et John Dykstra va faire les effets spéciaux de Star Wars qui vont être totalement révolutionnaires, puisque le mec il va aller beaucoup plus loin que ce que Douglas Trumbull avait fait à l'origine, et c'est pour ça que John Dykstra a ensuite été appelé à travailler sur Battlestar Galactica. D'accord. Voilà, il y avait tout un lien historique. D'accord. Voilà. Je reviendrai aussi d'ailleurs sur John Dykstra dans un futur épisode parce qu'il y a des choses à dire, parce que ça s'est pas bien passé en fait en ce qui concerne Battlestar Galactica. C'est pas lui qui a fait les effets spéciaux de toute la série. Ah. Bref, encore une fois, tout ça ce sera dans les prochains Historica. Ouais, donc on est dans l'agro vaisseau. Là, on a Shiba et Iblis qui discutent. Il y a Iblis qui lit dans les pensées de Shiba, qui lui dit: ce que vous désirez le plus, c'est revoir votre père. Donc clairement, il le sait, quoi. Il connaît l'existence apparemment du commandeur Kane. Après, il lui roule une pelle. Je sais pas trop d'où ça sort. Non, mais c'est vrai, je vois pas. C'est un peu bizarre parce qu'en plus, plusieurs fois, elle va lui voit dire. Pas le rapport. Oui. Elle va lui dire qu'elle lui rappelle son père, tu vois. Donc il y a quand même une relation un peu chelou aussi ouais. entre les deux. Bon. Ah, comment c'est le complexe d'Oedipe. Ah oui, il y a un truc très oedipien là qui se joue entre les deux. Enfin, c'est lui qui lui roule des pelles, mais en même temps, elle est complètement obnubilée. Elle lui dit: ah oui, vous me rappelez mon père et tout machin. Vous êtes comme mon père. Moi, j'ai pas envie de rouler des pelles à mon père. Bah voilà. Hein? D'accord. Toi non plus. Non. Tu veux pas rouler des pelles à mon père? Ah non, non plus. Non, mais sinon, c'est vrai que c'est très bizarre de voir comment Sheba se laisse faire. D'autant plus que c'est une fille qui a pas du tout ce caractère, quoi. Bah à la base, non, c'est exactement. Donc là, on a vraiment... ils ont vraiment choisi le perso qui est le moins à même de se laisser faire. Ouais. Et c'est pour ça que c'est déstabilisant de la voir comme ça. Tout à fait. Et en plus, on a l'impression que le comte Iblis, il est pas du tout sincère. Ah non. Il se marre. Il se délecte de voir ce qu'il peut faire avec elle, quoi. Hein. C'est son petit pantin, quoi. Ouais, complètement. Complètement, c'est très perturbant et Shiba ne se laisse pas faire, c'est-à-dire qu'il y a un peu plus loin, il y a Apollo, parce qu'après elle fait visiter le terrain de Triade, et puis donc ils ont de nouveau toute une discussion sur son père et tout. Et Apollo, lui, il intervient parce que Iblis est convoqué chez Adama. Et parce qu'il y a eu de nouveau les boules lumineuses, il y a de nouveau un escadron de Viper qui a disparu entre-temps. Et globalement, là, il y a Shiba qui va être très 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 méchante, on pourrait dire ça comme ça, avec Apollo. Parce qu'Apollo s'inquiète pour Shiba, franchement, et elle lui dit: mais toi tu ne me connais pas, le seul qui me connaisse vraiment, c'est Iblis. Waouh, ouais. Ça commence à aller loin, quoi. Putain, le mec, ça fait 3 jours qu'il est là, quoi. Ouais, même pas, franchement. C'est clair. Ça se trouve même pas, quoi. C'est clair. Donc c'est là que tu comprends qu'elle est... Enfin, moi, il y a un moment où c'est que je comprends, quoi, qu'elle est plus elle. Ouais, c'est vrai. Là, c'est bon, quoi.
tu sais qu'elle a décroché. Ouais. Peut-être elle est hypnotisée. C'est possible. C'est possible. Mais il y a des passages dans l'agro-vaisseau, notamment, je crois, où il lui dit « Regardez-moi, regardez-moi ». Puis juste avec son regard perçant, on dirait qu'il l'hypnotise ou je sais pas quoi. Ouais. Ah ouais. C'est très mystérieux, encore une fois. Mais par contre, quand il est devant Adama, il se comporte pas du tout de la même manière. Là, il est hyper arrogant, ouais, quasiment arrogant, super sûr de lui. Il dit à Adama, préparez 3 tests. Voilà, moi je vous prouverai mon pouvoir, tout comme là, je vous prouve que je peux déplacer un objet par la pensée et boum, t'as une espèce de, alors, je sais pas si c'est un vase ou une déco, enfin, une espèce de boule de cristal sur un socle, bref, qui bouge sur une table. Mais qui bouge vraiment, quoi. Hein. C'est pas un petit mouvement, hein. C'est vraiment un gros déplacement d'1 mètre. Enfin. Oui, exact. Ouais. Donc voilà, et il dit, préparez 3 tests, je vous prouverai que je peux protéger la flotte, que je peux mener la flotte. Ok. Et puis après, ils continuent à se promener dans la flotte, et ils vont visiter cette fois les vaisseaux où il y a le peuple qui vit, ou qui survit. Et apparemment, ils ont tous entendu parler du comte Iblis, en fait. Mais apparemment, les rumeurs vont vite dans ce vaisseau. Mais après, ça peut se comprendre. On est dans quelque chose où il y a beaucoup de promiscuité et il y a des va-et-vient. Donc c'est logique, quoi. Exact. Surtout ça, et puis ils ont peut-être pas grand-chose d'autre à foutre de leur journée aussi. Non, même, attends, c'est quand même important. Tout le monde le sait très vite. Ouais, c'est vrai. Non, c'est normal. C'est logique. Et évidemment, qu'est-ce qu'ils veulent, eux? Ils veulent bouffer. Ben oui. Et Iblis, tout de suite, sans hésiter, il dit « Ah ben oui, mais écoutez, si vous me laissez conduire la flotte, je vous fournirai beaucoup plus de rations, beaucoup plus de bouffe, beaucoup plus qu'Adama. » C'est important, parce que là, il commence à attaquer Adama, quoi. Ben oui. Faut tuer le chef pour devenir le chef, quoi. Ouais, c'est ça. Mais alors, moi, je me pose encore des questions quand je vois ça. À chaque fois que je vois les réfugiés dans leur je sais pas, on dirait des containers. Ouais. Comment ça se fait qu'ils donnent l'impression de manquer de tout? Il y a une petite mamie qui dit qu'elle est presque obligée de manger de la boue. Ouais. Je sais plus comment elle appelle ça, mais bon, voilà, de la purée de je sais pas quoi. Et dans le vaisseau du commandant, ils ont pas l'air mal, quoi. Donc, je trouve que le côté solidaire, il est moyen. Ah oui, c'est vrai. Moi, j'ai vraiment ce décalage, quoi. Alors, bien sûr, c'est pas non plus la grande vie, mais bon, ils vont à la messe des officiers, ils servent des bières, ils prennent l'apéro, machin. Ils sont bien, ils sont à l'aise, ils ont de la place, mine de rien, ils ont des grandes chambres et tout ça. Et eux, ils sont entassés dans des containers à manger 3 fois rien. Elle dit même, la vieille dame, que ce sera un seul repas dans sa journée. Alors, je me dis, au niveau répartition des denrées alimentaires, l'équité, elle est moyenne, à mon avis. Ouais, c'est vrai. Et puis au niveau de la gestion de l'espace aussi, quoi. Je veux dire, à un moment donné, s'il y en a une partie qui a de la place et une qui a pas de place, il devrait y avoir un espèce de lissage. Donc voilà, quand je vois ça, moi je me pose ces questions-là. Ah, c'est marrant, j'y avais pas du tout pensé. Pourtant, oui, c'est vrai qu'on nous a dit dans des épisodes précédents qu'il y avait quand même déjà pas mal de temps qui s'était passé. Pourtant, la situation semble pas avoir fondamentalement changé par rapport à... c'était quoi, juste après l'attaque initiale des Cylons, quoi. Ouais. Ah ouais, j'avais pas du tout pensé à ça, mais donc c'est vrai. Moi, je peux comprendre qu'ils soient jaloux, en fait, ou envieux et en colère. Ouais, exact. Et forcément, quand Iblis y vient, alors je sais pas si tu as remarqué, mais Iblis, en fait, il se sert de toutes les failles des gens. Oui, ah bah oui, exactement. Dès l'instant qu'il trouve le point faible d'une personne, c'est bon. Ouais. Donc, Sheba, son point faible, c'est son père. Adama, son point faible, c'est le commandement. Les réfugiés, leur point faible, c'est la promiscuité et la nourriture. Et donc, à chaque fois, pareil pour Apollo, il va se servir de son point faible. C'est sa fierté. Oui. Hein, oui, c'est vrai. Pour Starbucks, ça va être le jeu, l'ivresse et tout ça. Et à chaque fois, en fait, il va se servir
du point qui est le plus facile pour les faire aller dans l'erreur. Ouais, exact. Dans le mal. Le mal, Nous excellent. en parlerons plus tard. Oui, C'est le d'ici mal. quelques heures. D'ici Alors, quelques heures. En tout cas, pour l'instant, là, on est sur un, comment je pourrais appeler ça, un problème politique, pour l'instant, d'ordre politique, où clairement, on sent qu'il y a une différence. On se pose pas les questions que toi t'as posées, hein, mais on sent qu'il y a une différence entre ce que le peuple veut entendre et ce que le peuple doit entendre. Et peut recevoir. Et voilà. Entre ce qu'il veut et ce qu'il peut recevoir. Exactement. Et je pense qu'Adama, qui est le leader incontesté de la flotte jusque-là, lui est quelqu'un, il l'a prouvé à de nombreuses reprises, qui fait très attention à ce qu'il promet au peuple et qui essaie de ne pas faire des promesses en l'air, si ce n'est la promesse de trouver la terre. Mais ça, c'est un autre problème, sinon il n'y aurait pas de série. Voilà, alors que c'est Iblis... peut-être même pas une promesse, c'est peut-être un espoir. C'est vrai, ouais, bien vu, ouais, exact. Je suis d'accord. Donc voilà, donc c'est un populiste. On dit c'est du populisme, d'accord, mais on dit c'est un populiste. Je pense. Je sais pas si on dit ça comme ça. On n'est pas fort en politique, nous. Hein. Non, c'est vrai que c'est pas la matière où je brille le plus. Non, moi non plus. Hein. Mais en tout cas, ici, on a surtout Iblis, effectivement, qui fait complètement du populisme. Il va voir les gens râlent, les gens disent « Adama nous file pas assez à bouffer ». Iblis, il dit « Eh bien, moi, je vous donnerai tout !» Voilà, je vous donnerai pas 2 fois plus, mais 3 fois plus. Tout ce que vous voulez. C'est facile, en fait, de se mettre les gens dans la poche. Et oui, c'est le principe du populisme. Voilà. Totalement. Et ça, bon, d'un côté, on aura l'occasion d'en reparler pas mal de fois dans la série réimaginée des années 2000. Parce que ça va revenir, il y a quand même une composante politique qui est vachement plus présente dans la série moderne, mais qui est très 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 bien exploitée, parce que là, malheureusement, on va vite passer à autre chose. Et voilà, dans la série moderne, on aura plein d'occasions de reparler de ça, parce que ça a été très 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 bien écrit de ce côté-là, et ça permet de se poser plein de questions sur nous-mêmes et sur ce qu'on a envie d'entendre ou sur ce qu'on est prêt à entendre des fois. Donc c'est un thème très important dans Battlestar Galactica, mais qui est présenté là pas tout à fait pour la première fois d'ailleurs. Non, c'est ce que je m'étais noté. Il me semble qu'on en a parlé dans un épisode précédent. Ouais, je crois bien que c'était au tout début, ça devait être dans la dernière partie du pilote original, tu sais, avec l'enfoiré qui se gardait la bouffe pour lui, avec ses femmes. C'est ça, et qui prend des décisions, qui commence à prendre des décisions pour la flotte et qui dit les Cylons, c'est bon, maintenant on va s'installer plutôt sur la planète Casino là. Et puis évidemment tout le monde est très content. Tu préfères écouter celui qui te dit tout va bien que celui qui te dit c'est la merde, il faut qu'on fuit quoi. Ouais. Surtout s'il crame tout ce qui reste. Oui. Non mais mais c'est vrai. Hein, on est comme, on aurait tendance à se laisser attirer par ce genre de propositions. Ouais. Ouais, tout à fait. Mais ça, franchement, on aura plein d'occasions d'en reparler avec la série moderne, c'est sûr. Cool. Et ils vont être longs, les épisodes de la série moderne. Mais non. Non, parce qu'on n'en fera pas 2, par contre, comme on est en train de faire là. Mais c'est vrai que là... Peut-être que nos auditeurs, ils aiment bien. Je sais pas. Je sais pas. J'avoue que là, c'est une vraie réponse sans ironie. Ouais. Je ne sais pas. Je ne sais pas, en fait, s'ils préfèrent des petits épisodes d'un quart d'heure, 20 minutes, ou des épisodes d'1h30, ou des épisodes de 3 heures. J'en ai aucune idée. Je connais pas encore bien qui nous écoute. Ouais. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'on n'a pas encore trop de retours à ce sujet. N'hésitez pas à nous dire si vous trouvez qu'on est trop long, pas assez. On verra si on en tient compte ou pas, d'ailleurs. mais c'est intéressant de savoir. Ouais, franchement, je sais pas du tout. Enfin bon. Ok. En tout cas, nous, pour l'instant, on se fait plaisir à vous parler de cette série. Ouais, tout à fait. Iblis a tenu ses promesses. Les fruits et légumes se sont multipliés sur l'agro-vaisseau. Voilà, il a promis qu'il y aurait de la bouffe. Ouais. Et en une nuit, pouch, les fruits et légumes se sont non seulement multipliés, mais ils sont mûrs.
Oui, Hein, oui, c'est vrai. Ah, ouais, ils sont prêts. c'est le Tu peux- Mimi, c'est le miracle. C'est le miracle. Mais non. Mais pourquoi non? Bien sûr que si, c'est un miracle. Oui, pardon, oui, bien sûr, c'est pas de ça que je parle, évidemment. Quand je dis non, mais oui, c'est parce que je m'attends pas. À chaque fois, hein. Ouais, bah oui, parce que en fait, j'ai pas, enfin, c'est pas, si, je les ai les références, mais c'est juste que je les vois jamais venir, en fait. Mais c'est cool, c'est cool. Parce que si tu veux, moi, surtout dans un podcast de science-fiction et tout, j'ai pas l'habitude de faire référence à du cinéma français. Ah En bah fait, ça. c'est ça, mais c'est bien. Attends le jour où on fera un podcast musical. Oh la vache, oh putain, alors là, je vais souffrir. Bon, on le fera jamais, hein. Non, on verra. Oh non. Ok. Alors, on passe. Bon. Alors donc voilà, les fruits sont multipliés. Ça c'est quand même un gros truc qui se passe. Parce que là, nous, c'est une phrase Ouais. dans le conducteur, mais Ouais, mine de ouais. rien, c'est un gros truc qui se passe. Parce que, bah merde, ce mec a vraiment ces pouvoirs magiques dont il nous parle depuis le début. Mais alors, putain, Bah, c'est c'est qui, quoi? Est-ce exact. qu'il est vraiment un imposteur? Bah non, il a quand On même dirait pas, hein. réalisé quelque chose, là. Il assure, hein. Et donc, toi, quand tu regardes, tu repars dans une autre hypothèse. Ouais. Tout le long de l'épisode, on va se demander, c'est qui ce mec? Ouais. Qu'est-ce qu'il Ah, veut? c'est Qu'est-ce clair. qu'il fait? Pourquoi il vient là? Qu'est-ce que ça peut lui foutre de venir sauver les gens? C'est Oui, un c'est humain, vrai. c'est pas un humain. Il était sur sa planète, il faisait quoi? Comment il bouffait sur sa planète? Qu'est-ce que tu vois? Ouais, c'est vrai. C'est très, c'est vraiment flou. Ah ouais, et puis plus tu creuses, plus il y a de questions en fait, je Ouais. pense, parce qu'il y a rien qui tient quoi. Alors, il commence à y avoir des dialogues intéressants, je trouve, à ce moment-là, notamment Starbuck qui fait un peu une remarque déplacée, parce que Apollo est en colère, clairement. Et Starbuck pense que c'est uniquement parce que Apollo s'intéresse à Shiba. Donc ça, c'est nouveau aussi, hein, ça avait pas trop été mentionné jusque-là. Et Apollo s'en défend et il se fâche en fait quand on lui dit ça, parce qu'il dit non. Alors, il élude aussi un petit peu la question, hein, parce que c'est pas complètement faux, mais il dit non, le problème est quand même plus important que ça. Et Starbuck en fait fait ses excuses à Apollo et il lui dit oui, ok, après tout on est tous humains. Et Apollo lui répond pas nécessairement. Parce qu'on voit il continue lui à chercher, hein, Iblis, et en tout cas il a déjà complètement validé le fait que Iblis n'est pas humain. Ok. Et là où c'est plus surprenant, c'est que quand il va en parler avec son père, Adama, en fait, Adama a des doutes aussi, tu vois, et même lui commence à se poser des questions sur la nature d'Iblis, mais dans un sens qui semble plutôt favorable à Iblis, pour le coup, ce qui est plutôt inquiétant pour nous en tant que spectateurs. Oui. Hein. Oui, mais moi j'ai eu la sensation que Adama, il pouvait se dire, ah, il peut nous aider, j'ai peut-être besoin d'aide, hein, tu vois? Ouais, Comme c'est ça. En même temps, Adama, ça fait un C'est moment vrai. qu'il est tout seul, hein, il porte tout sur ses épaules et tout. C'est pas Donc, faux. s'il peut être secondé, malheureusement, Iblis, il a pas du tout envie de le seconder, il a envie de lui Non, piquer sa place. ouais. Mais Ouais, c'est Adama, vrai. il a quand même un petit côté idéaliste. Ouais, tout à fait. Alors il se dit, ah, peut-être qu'on pourrait, on sait jamais. Ben, c'est ça, en fait, il commence à penser que Iblis est peut-être d'une espèce supérieure à l'homme. Et il dit à Apollo, ne crois-tu pas que nous passerions pour des dieux devant une race plus primitive? Ce n'est qu'un homme, mais un homme d'un autre temps, avec une grande puissance, de grands pouvoirs. Voilà, c'est ça. Donc voilà. Est-ce que ça serait peut-être une espèce d'humain qui a évolué différemment et qui a des milliers d'années par rapport à eux, quoi. Ouais, c'est Donc ça, il voilà. a tellement vécu, bah, il a bien plus de savoir, Oui. déjà. Et il a peut-être aussi évolué technologiquement, on ne sait pas, ou spirituellement aussi. Il y a peut-être des choses qui se font dont on n'a pas idée. Ben, c'est ça.
Alors, ça. Nous, de toute façon, à notre stade, parce qu'on est, en tant que spectateur, on est au même stade que les coloniaux dans la série, tout à les fait. humains. Donc, effectivement, l'explication pourrait être que on ne peut pas encore comprendre, on n'est pas encore capable de comprendre ce que Iblis, ce qui est normal pour Iblis en fait. Donc, plutôt que de se méfier de lui, est-ce qu'on devrait peut-être pas plutôt effectivement le suivre, puisqu'il semble avoir un savoir largement supérieur au nôtre. Ouais, lui accorder un peu de crédit, quoi. C'est ça. C'est ça. Et peut-être ce qui nous semble à nous surnaturel ne l'est peut-être pas, en fait. C'est peut-être tout simplement, ça peut avoir d'autres raisons, d'autres explications scientifiques, technologiques éventuellement. Et là, ça nous fait un renvoi direct à ce qu'on appelle la troisième loi de Clarke, que je vais expliciter. Alors moi, j'ai vu que tu avais écrit ça. Ouais. Et j'ai hâte que tu m'en parles, parce que figure-toi que je ne connais pas. Ok. Alors la troisième loi... J'adore quand je connais pas des trucs et que tu m'expliques. Ok. Je me moque pas, hein. Je suis sûre qu'il y en a plein qui nous écoutent qui sont pareils que moi. D'accord. Vas-y Jérôme, dis-nous tout. Alors, on appelle ça les 3 lois de Clarke. Donc c'est à propos de Arthur C. Clarke. Arthur C. Clarke qui était un auteur de science-fiction très célèbre, puisque je vais reboucler avec un truc dont je parlais tout à l'heure, puisque c'est lui qui avait coécrit le roman 2001 l'Odyssée de l'espace avec Stanley Kubrick. Donc voilà, c'est probablement l'une de ses œuvres les plus connues, mais en vérité, il a écrit des tas d'autres choses. Et il fait partie des 3 plus grands auteurs de science-fiction en langue anglaise, aux côtés de Isaac Asimov et Robert Heinlein. Donc Arthur C. Clarke, qui a théorisé plein de choses parce qu'il s'intéressait beaucoup à la science également dans ses romans. Et donc il avait proposé comme ça 3 lois. Alors les 3 sont intéressantes, mais on va en développer que une, parce que encore une fois on a plein de choses à développer dans cet épisode. Mais la première, il disait: quand un savant reconnu mais vieillissant estime que quelque chose est possible, il a presque certainement raison. Mais lorsqu'il déclare que quelque chose est impossible, il a très probablement tort. Alors, je trouve ça génial, il y aurait de quoi faire une émission complète, je trouve, presque, que pour décortiquer ce truc-là. La deuxième loi de Clarke, c'est: la seule façon de découvrir les limites du possible, c'est de s'aventurer un peu au-delà, dans l'impossible. Ça, je pense que pour tout fan de science-fiction, ça doit paraître presque comme une évidence, mais pourquoi pas, il fallait le formuler. Et la troisième loi, qui est celle qu'on va développer ici, que je trouve très intéressante, c'est: toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie. Et là, je suis complètement d'accord, en fait. Une fois qu'il dit ça, pour moi, ça me paraît être une évidence, dans le sens où, oui, je vais prendre un exemple très simple. Si tu remontes il y a quelques siècles encore, l'électricité, elle existe, tu vois. L'électricité, elle est présente dans la nature, elle existe. Mais par contre, l'homme ne la maîtrisait pas encore. Or, les premiers qui ont réussi à la maîtriser, c'était présenté comme des attractions un petit peu qui étaient présentées dans les cours, tu sais, les cours royales ou les choses comme ça. C'était je sais pas comment expliquer ça, c'était un truc rigolo, tu sais, pour faire des petits éclairs, pour faire des petits effets lumineux, ou des petits crépitements, ou des trucs qui faisaient rigoler tout le monde, mais personne ne comprenait comment ça fonctionnait. Et ça s'apparentait à de la magie, en fait. C'était le mec qui maîtrisait l'électricité, en fait, c'était pas totalement différent d'un magicien à cette époque-là qui avait réussi à trouver un effet visuel incroyable et qui t'en mettait vraiment plein la vue, quoi. Et après, c'est au fil du développement, de l'avancée des sciences et aussi de l'avancée des connaissances du grand public, parce que là, du coup, c'est un élément vachement important, que on sort complètement du domaine du fantastique ou du surnaturel en ce qui concerne l'électricité et qu'on finit par admettre ça comme un truc de scientifiquement tout à fait facile à expliquer. Facile entre guillemets. Mais voilà, et c'est un petit peu ce qu'exprime. Donc là, c'est facile de prendre un exemple qui se situe dans le passé pour expliquer cette théorie et pour dire maintenant, si on regarde vers le futur, quelqu'un qui, comme ça, maîtriserait un pouvoir qui, pour nous paraît être de la magie,
eh bien, il se pourrait très bien que pour lui, qui est plus avancé que nous, ce soit tout simplement quelque chose de technologique et de scientifique. Mais comme nous, on n'a pas encore les connaissances, on en est au stade de croire que c'est de la magie. Donc j'adore cette loi de Clarke, et c'est exactement pour moi ce que dit Adama à ce moment-là. Tu vois, quand il dit « ce n'est qu'un homme, mais un homme d'un autre temps avec une grande puissance et de grands pouvoirs », ou quand il dit « ne crois-tu pas que nous passerions pour des dieux devant une race plus primitive », c'est exactement ça qu'il explique, la troisième loi de Clarke. Tout comme un simple briquet pourrait paraître un objet magique pour quelqu'un ayant vécu il y a quelques siècles jusqu'à il y a plusieurs milliers d'années, tu vois. Voilà. J'aime beaucoup ce concept qui me paraît très juste. Non, c'est vrai. Mais oui, moi je connaissais pas. Je connaissais pas du tout ces 3 lois-là. Et puis, du coup, j'étais allée voir un petit peu et je suis tombée sur un lien qui mène à un lien qui mène à un lien. Tu sais comment que ça fait. Et ils ont commencé à me parler de hard SF. Oui. Mais je pense que ta définition serait plus claire que la mienne. Alors, ok. Effectivement, on peut extrapoler maintenant sur ce concept en parlant un petit peu de hard SF. La hard science-fiction, si je me cours pas dans ma définition, c'est une science-fiction qui va très légèrement, qui va utiliser des technologies qui sont connues à l'heure actuelle. Et quand je dis à l'heure actuelle, c'est donc des technologies qui sont connues au moment où l'œuvre est écrite ou filmée ou voilà quoi, et qui va parfois très 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 légèrement extrapoler dessus, mais pas trop. Parce que sinon, c'est plus de la hard SF. En gros, la hard SF, c'est de la science-fiction qui utilise des technologies que l'on connaît déjà et qui les projette, qui peut éventuellement les projeter un petit peu dans le futur pour les rendre, par exemple, plus répandues. Je ne sais pas, prenons quelque chose des années... Okay. Tu vois, le laser, qui était une technologie pas très répandue dans les années 70, qu'il est peut-être beaucoup plus aujourd'hui parce qu'on en a tous des lecteurs chez nous, par exemple, les œuvres de hard SF qui étaient faites dans les années 70, qui utilisaient beaucoup de laser, ça peut marcher comme hard SF, tu vois, parce que la technologie, elle existe, même si elle n'était pas autant développée que ce qu'on peut voir dans l'œuvre. Alors, comme par exemple les films qu'on va voir qui parlent de génétique, mais vraiment poussé à l'extrême. Ouais. Ou tout à fait. Quelque part, aujourd'hui, il serait question en Chine d'expérimentation sur des embryons humains où on pourrait choisir les gènes et on pourrait aussi faire du clonage humain et donc mélanger un peu tout ça. Eh bien, il y a des œuvres qui ont déjà exploré ça depuis longtemps. Alors, je vais prendre par exemple Le meilleur des mondes. Il y a Le meilleur des mondes, voilà, qui est une œuvre très 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 ancienne, mais effectivement qui se base complètement là-dessus. Ou plus récemment, par exemple, au cinéma, Bienvenue au Gattaca, qui parle aussi beaucoup de génétique comme ça, de sélection génétique. Eh bien, on pourrait les considérer comme hard SF, effectivement, sans problème, parce que on reste dans des technologies existantes, ou dont on a ne serait-ce qu'une vague connaissance, mais en tout cas, dont on sait qu'elles existent. Ça pourrait être plausible que ça évolue dans ce sens-là. Absolument. Et là, ça reste de la hard SF sans problème. Alors que, je vais prendre un exemple très simple et très facile pour tout le monde. Dans Star Wars, le sabre laser, tout le monde sait que le plus grand problème d'un sabre laser, ce n'est pas possible de faire un sabre laser parce qu'on ne peut pas arrêter un rayon laser, voilà, au bout d'une certaine longueur. Donc là, on n'est plus dans le registre de la hard SF, mais plutôt celui de la fantasy, en fait, où on fait ce qu'on veut, on joue complètement avec tous les codes, enfin, on bafoue, en fait, tout simplement la science, et on fait ce qu'on veut. Et là, on n'est plus du tout dans la hard SF. Dans la hard SF, on peut faire de la science-fiction, on peut se projeter légèrement dans le futur, mais tout en restant dans des choses très plausibles. Un exemple récent qui a eu beaucoup de succès, ce serait Gravity, par exemple. D'accord. Gravity est un super exemple de hard SF. Et Interstellar aussi ? Interstellar, totalement. On est complètement dans la hard SF. Et c'est d'ailleurs même plus à ça que je pensais qu'à Gravity, en fait. Je suis en train de le re-regarder. Ah ouais. Une 4e ou 5e, je sais pas quoi. Ouais. Excellent. Ok, d'accord. Voilà. Et ça, c'est complètement de la hard SF parce que tout ce qui est présent dans ce film a été théorisé et même si parfois il y a des éléments qui ne sont pas totalement vérifiables, là, il y a juste une petite extrapolation, mais en tout cas,
on peut dire que oui, c'est plausible. En fait, je pense que le mot le plus important pour définir la hard SF, c'est plausible. Il faut que ce soit plausible. Voilà. Un minimum Donc, de crédibilité. C'est ça. Eh ben, Donc, écoute, je savais pas que ça s'appelait comme ça, mais ça fait partie des films que je préfère. Ok, bah écoute, voilà. Ouais, non, mais la hard SF, moi je trouve ça parfois plus intéressant que la fantasy, parce que la fantasy en science-fiction, telle que, je ne sais pas moi, Star Wars, parce que c'est l'exemple le plus simple, ou Doctor Who, j'en sais rien, où tu fais tout et n'importe quoi, mais sans l'expliquer. Bah effectivement, ça te donne une plus grande liberté narrative, peut-être, mais mais on est dans un... Ouais, il faut amener le public avec soi, quoi. Voilà. Il faut être bon pour amener le public avec soi dans ce genre de... Par exemple. Bon, bah écoute. Exact. Il en faut pour tout le monde. Ouais. Mais moi, j'ai un petit faible aussi pour la hard SF. Il y a de très bonnes choses. Quand on se donne... Mais c'est peut-être plus compliqué, tu vois, de faire de la hard SF, je pense. De la bonne hard SF. Ah, je pense, Ouais. Mais quand c'est bien fait, franchement, ça en vaut vachement la peine. 2001, l'Odyssée de l'espace, c'est complètement de la hard SF. Même si ça part dans des trucs un peu mystiques sur la fin, complètement mystiques d'ailleurs, pas un peu mystique. Mais c'est de la hard SF, c'est de la pure hard SF. La planète des singes? La planète des singes, pour moi, ça peut être de la hard SF. Parfois, ça dépend marche. quel film. Mais il y en a où c'est clairement ça. Le singe qui évolue après des tests et tout ça, là où pas de souci. Les tout derniers récents, je sais pas. Si, ça peut. Ça peut parce que ça reste plausible scientifiquement. Oui. Plausible, hein. Oui, je suis d'accord, mais bon, la façon dont c'est traité... Bon, allez, on va pas en débattre là. Bref, mais voilà la définition de la hard SF, qui peut être une extrapolation effectivement de ce qu'a théorisé Clarke, mais il faut pas aller trop loin en fait, si tu veux. Dans ce que lui appellerait la magie, si tu vas trop loin, tu sors de la hard SF, et là tu vas faire de la SF, voire même de la fantasy. Mais si tu vas pas trop loin, ça reste la hard SF. Ok. Eh ben, merci pour tout ça. Et c'est ça que j'adore, en fait, en faisant ce podcast avec toi et en regardant cette série, c'est qu'on aborde des tas de choses et des tas de points qui tournent autour, mais c'est plein de thèmes et de sujets que soit dont on parle, soit comme là, je creuse un peu plus, pour pas dire découvre, parce que bon... Et voilà, c'est cool. Et de fil en aiguille, j'ai fini par atterrir sur un livre qui s'appelle L'échelle de Darwin. Je ne sais pas encore de quoi ça parle, mais du coup, je l'ai acheté. Ok, donc, excellent. Et alors, les livres, c'est un petit peu comme certains films, tu sais, j'aime bien venir voir le film sans rien savoir. Sans rien avoir ni vu, ni lu, voilà. Donc voilà. Donc le titre m'a plu, le thème. Je fais ok, j'achète le bouquin et on verra bien après. Je veux dire, si c'est nul ou si c'est pas nul, on en reparlera. Ok. Écoute, je connais de nom L'échelle de Darwin, et Greg Bear est un auteur de science-fiction assez connu aussi. Donc je serais curieux quand tu l'auras lu, en tout cas que tu m'en parles. C'est ça. Très bien. Mais en attendant, revenons à notre conte Iblis, puisque ça sera la dernière petite partie avant la fin du premier épisode. Je te laisse la parole quant aux 3 tests devant le quorum des 12. Ouais, voilà, il y a ces fameux 3 tests qu'il impose plus ou moins au quorum, et en gros, il dit voilà, le premier test, vous voulez que je vous livre votre ennemi ce soir même. Et ben, il se trouve, on a vu quelques scènes avant, que Baltar a lui-même assisté à l'apparition des boules lumineuses. Ça l'a beaucoup troublé, et qui décide de se rendre tout seul sur le Galactica avec je sais pas comment dire, avec un drapeau blanc, quoi. Il y a pas de drapeau blanc, mais le principe c'est ça, quoi. Il y va en émissaire juste pour discuter. Voilà, donc en fait, le premier test est réussi et l'épisode se finit là-dessus, c'est-à-dire tout le monde est choqué. Non, mais enfin, comme si Baltar il avait sorti une loi. Ouais. Une loi
interplanétaire qui marche pour tout le monde, ennemi ou pas ennemi. C'est en cas de grosse merde, il n'y a plus du tout d'histoire ou d'arriéré entre tout le monde. Maintenant, il faut qu'on soit tous ensemble parce qu'on est tous dans la merde. Donc, c'est ça. On a le droit de venir se voir et c'est plus qu'un drapeau blanc. C'est un peu plus qu'un drapeau blanc, mais c'est un peu ce principe en tout cas d'aller parlementer face à face, alors qu'on est en guerre et qu'on rêve que d'une chose, c'est de se choper et de s'entretuer quoi. Mais en tout cas voilà. Mais du coup, Iblis a encore réussi son coup et il a scotché tout le monde parce que il a promis de livrer l'ennemi. Et Baltar se pointe tout seul quoi. Et bon, les deux autres tests, on va en parler rapidement, mais de toute façon, il en sera finalement pas trop question dans l'épisode. C'est que le deuxième test, c'est montrer le chemin de la Terre. Donc ça, il le mentionne, mais il le fera jamais. Et le troisième test, le quorum ne s'est jamais décidé et on saura jamais non plus vraiment de quoi il s'agira. Non. Bon, voilà. Mais en tout cas, Iblis, lui, est très sûr de lui. Il est sûr qu'il peut passer les 3 tests, quoi qu'il arrive. Et en même temps, c'est lui qui les choisit, les tests. Oui et non. Oui, il y en a certains, on dirait tout cas, Baltar, que c'est lui. c'est lui qui soumet l'idée. Ouais. Oui, c'est vrai. Et les deux autres, il les fait pas, donc il s'en fout. Mais n'empêche que c'est encore de la manipulation. Probablement, ouais. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Et oui, le troisième test, finalement le seul qui était laissé au libre arbitre du quorum, le quorum n'arrivera jamais à se décider, du coup on saura jamais ce que c'est, et du coup il passera jamais vraiment peut-être le seul vrai test, en fait. Ouais. Et c'est comme ça que se finit le premier épisode de cette double histoire, sur ce suspense-là. Voilà. Mystérieux. Où il s'est pas encore passé grand-chose. Mais non, quand on c'est regarde toi bien, qui écris, il s'est pas passé grand-chose, mais je sais pas, je trouve que... En fait, en termes d'action, si tu veux, il y a rien. En termes d'action, non. Non, il n'y a pas de bataille spatiale, il n'y a pas de... Ouais, en histoire des personnages, il y a quand même pas mal de choses. Ah oui, par contre, il y a énormément de choses. Tout à fait, je suis d'accord. Écoute, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, je te propose qu'on fasse une pause entre cette première partie et cette deuxième partie. D'accord. On n'en a pas parlé, mais pourquoi pas couper là. On laisse nos auditeurs sur cette première partie, et puis on n'a qu'à mettre un truc à la fin, genre une musique, et puis on relancera sur une deuxième partie plus tard. Nous, on va l'enregistrer tout de suite après, mais... Oui, qui sera publié plus tard. Donc on vous laisse sur ce premier épisode, et on revient